Ben salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va être quand même longue et d'ailleurs, j'ai 12 pages de notes sur mes recherches. Je compte me référer à quelques reprises là, sur mes notes, surtout concernant les dates et les citations, parce que j'ai pas envie de vous paraphraser ce qui a été dit, j'ai vraiment envie de vous rapporter précisément les paroles des témoins. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec cette histoire-là qui, elle, débute en novembre 2009, lorsque le couple composé de Sonia Blanchette et de Patrick Desautels se sépare. Le couple se fréquentait depuis 2006. Ils étaient les parents de 2 enfants, soit Laurélie, âgée de 2 ans et demi, et du petit Loïc, âgé d'1 an et demi. Donc, en mars 2010, ça fait 3-4 mois que le couple est séparé. Sonia Blanchette se présente chez son ex-conjoint pour lui confier les enfants le temps de son droit de garde, en fait. Et elle va également lui laisser une lettre qui se va comme suit. « Cher Patrick, je suis toute stressée de t'écrire, ne sachant pas par où commencer. J'entends déjà tes commentaires sur mon écriture du dimanche. Je te laisse les enfants, Patrick, pour toujours, la garde légale et tout. Tu auras des nouvelles dans la semaine prochaine. » Là, Sonia Blanchette va poursuivre sa lettre en disant en donnant ses recommandations à propos de rendez-vous médicaux à venir. Aussi, il y a une prise de photos prévue à l'agenda et elle va préciser qu'elle aimerait ça être présente quand ça va être le temps de la photo. Sonia Blanchette conclut par « Prends soin de mes amours. Bisous. Je t'aime, même si je sais que... » 3 petits points. Donc, en mars 2010, Sonia Blanchette décide de confier la garde complète à Patrick Desautels. Sauf que, 2 semaines plus tard, elle va changer d'idée. Et là, elle ne veut plus que ce soit Patrick qui ait la garde complète des enfants, elle veut que ce soit elle. Donc là, elle va lui dire « Non, j'ai changé d'idée et c'est moi qui veux les enfants. » 2 semaines plus tard, donc 1 mois après mars 2010, là, elle a encore changé d'idée. Là, elle ne veut plus la garde complète, elle ne veut plus que ce soit Patrick non plus qui ait la garde complète, elle veut une garde partagée, soit qu'elle ait les enfants chez elle 50% du temps et l'autre 50% du temps, ce soit Patrick qui ait les enfants. Et là, elle va aussi changer d'idée sur l'entente prévue au niveau de la pension alimentaire que Patrick est supposé lui verser. Et c'est là que tout part en vrille. Vraiment, c'est là que la chicane débute et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Là, le couple va déposer chacun de leur côté requête légale, par-dessus requête légale, par-dessus requête légale, et ça ne finit plus. L'entente est impossible entre le couple à ce moment-là. On ignore si Patrick Desautels le savait, mais quand Sonia elle a décidé de lui confier les enfants en mars 2010, elle était enceinte. Et oui, ils étaient séparés depuis novembre 2009, mais ce ne sera pas le premier couple à s'être donné une chance à 1 ou 2 reprises ou quelques reprises. Là, il y a plusieurs couples qui se revoient après s'être séparés. Donc, là, Anaïs, elle va venir au monde en octobre 2010. Et c'est là que Sonia Blanchette va oublier d'inscrire le nom du père sur le certificat de naissance d'Anaïs. Et dans le fond, elle va écrire qu'elle est née de père inconnu. Patrick Desautels, convaincu que c'est lui le père et ne désirant pas que la petite dernière soit identifiée comme étant un enfant né de père inconnu, va déposer une requête légale pour qu'un test d'ADN soit effectué sur l'enfant et que par la suite, il puisse avoir un processus de reconnaissance de paternité. Autrement dit, il va vouloir qu'on prouve que Anaïs c'est sa fille, puis il veut pouvoir l'avoir. Donc ça se fait pas en quelques mois, là, c'est vraiment long ce genre de requête-là. Et entre-temps, le jugement de cette requête-là va être prévu à l'agenda en décembre 2011. On est en octobre 2010, donc pour 1 an et 2 mois après la naissance d'Anaïs. Pendant cette période-là, Patrick Desautels n'a absolument aucun droit légal sur Anaïs, donc il ne peut pas l'avoir, il ne peut pas la prendre. C'est vraiment la seule personne qui est légalement autorisée à avoir la garde d'Anaïs, c'est Sonia. Donc, entre-temps,
Patrick Desautels va se voir confier la garde des deux plus vieux. Sonia, elle a des droits de visite, mais elle les respecte pas tout le temps. Ça va vraiment pas bien la communication entre les deux. Même que Sonia Blanchette a tendance à faire à sa tête et à ne pas respecter les recommandations, dans le fond, du juge concernant le jugement de garde de ses deux plus vieux. La preuve, c'est qu'au cours de l'été 2011, Sonia, elle, va décider qu'elle part de l'été, c'est ça, 2011. Sonia, elle va décider qu'elle part 7 semaines en Gaspésie sans avertir Patrick, sans demander la permission à personne. Pendant ces 7 semaines-là, évidemment, Patrick est super inquiet. Patrick, il comprend pas son ou ses enfants. Probablement qu'il finit par apprendre qu'ils sont en Gaspésie, mais ça fait pas son affaire. Elle n'était pas autorisée à partir. Tu sais, 7 semaines au Québec, là, pendant l'été, c'est presque l'été au complet. T'sais, on a comme 2 mois d'été. On a 8 semaines d'été. Fait qu'elle a décidé de partir en Gaspésie pour 7 semaines. Là, Patrick, il va essayer de faire appel à des PJ. Il va essayer de demander de l'aide, de dire « Hey, pouvez-vous m'aider? Là, la mère de mes enfants respecte rien. Ça n'a aucun bon sens. » Ce qui va se passer un peu par la suite, c'est que les deux plus vieux vont être confiés là, complètement à Patrick, puis les droits de Sonia vont être beaucoup plus restreints. Et là, vient décembre 2011 où le jugement du juge et le résultat du test d'ADN tant attendu est arrivé. Et là, le couple se présente en cours et Sonia Blanchette, je ne sais pas si c'est accompagnée de quelqu'un cette journée-là, mais elle apporte sa fille au palais de justice. Normalement, les enfants ne peuvent pas rentrer en salle de justice, là, donc j'imagine que quelqu'un l'attendait à l'extérieur avec Anaïs. Et là, le juge va donner les résultats du test d'ADN. Patrick Desautels est clairement le père d'Anaïs. Et là, le juge, lui, va décider qu'il confie la garde d'Anaïs à Patrick. Puisque Patrick a déjà la garde des deux plus vieux et que là, j'imagine que le juge avait des raisons de croire que Sonia Blanchette n'était pas apte à avoir soit la garde partagée d'Anaïs ou quoi que ce soit. Bref, ce journée-là de décembre, le juge ordonne à Mme Blanchette d'y remettre Anaïs à Patrick pour qu'il puisse en avoir la garde. Mais Sonia ne prend pas du tout cette décision-là et elle s'enfuit du palais de justice avec Anaïs. Là, évidemment, il va y avoir une plainte d'enlèvement d'enfants qui va être déposée. Sonia va être retrouvée, Anaïs aussi. Anaïs va être confiée à Patrick. Et là, à partir de ce moment-là, les droits d'accès de Sonia sont très, très, très surveillés, très restreints. À partir de ce moment-là, Sonia Blanchette ne peut voir ses enfants que un dimanche sur 2 à la maison de la famille de Drummondville. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas c'est quoi une maison de la famille, souvent c'est là où les parents qui sont pas autorisés à voir leurs enfants sans supervision d'un intervenant ou d'un professionnel, mais ils sont obligés de se rendre là pour voir leurs enfants. C'est des visites supervisées. Donc, les parents ne sont jamais laissés seuls avec les enfants. Souvent, il va peut-être avoir un miroir, une vitre qu'on peut voir à travers les interactions des parents avec les enfants. Et d'ailleurs, à propos de... Sonia Blanchette, lorsqu'elle va à la maison de la famille, elle ne peut pas voir Anaïs. Anaïs n'est jamais là parce que là, justement, il y a un procès en attente pour enlèvement d'enfants. Donc, pendant une période précise, Sonia Blanchette ne peut voir que ses deux plus vieux à la maison de la famille. Et là, une intervenante va dire dans son rapport, je vais vous le lire, va dire « Madame est toujours à l'heure et comme elle est tenue de le faire, elle apporte la collation des enfants. Lorsque les enfants arrivent, elle les prend dans ses bras. Leur conversation tourne autour de l'école et des jeux. La mère demande et redemande des nouvelles d'Anaïs, qui ne participe pas à ces rencontres. Elle demande et redemande comment elle va. Nous devons intervenir, la faire changer d'idée, lui rappeler qu'elle doit se concentrer sur le moment présent. » Moi, quand j'ai lu ça, j'ai tellement lu le désespoir de Sonia Blanchette, là. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'elle puisse pas voir sa fille Anaïs, mais de là, elle peut même pas pouvoir savoir comment qu'elle va, puis avoir des inconnus qui te ramènent tout le temps en te disant, tu sais, c'est quand même vraiment épouvantable, là. Ça va durer 1 an.
ces rencontres-là, une fois par 2 semaines à la maison de la famille de Drummondville, durent durant 1 an. En juillet 2012, là, il y a un petit changement qui survient au niveau là, de ce jugement-là puis de ce procédé-là. Sonia Blanchette va obtenir des droits, des visites supervisées, mais là, Anaïs est présente aux visites supervisées et c'est plus à la maison de la famille. Sonia Blanchette obtient la permission de pouvoir sortir avec ses enfants chez elle à la même fréquence, c'est-à-dire 2 dimanches par mois, à condition que les visites soient supervisées par sa mère qui s'appelle Nicole Grenier. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est Sonia Blanchette qui téléphone sa mère puis qui dit « Tu veux-tu accepter? Est-ce que tu peux venir chercher les enfants avec moi à la maison de la famille à tous les dimanches où que c'est permis? Et est-ce que tu peux rester avec moi tout le long que j'ai les enfants? » Nicole Grenier accepte, mais elle n'est pas très au courant c'est quoi que ça veut dire de se porter mandataire responsable de superviser des visites. En fait, ce qu'elle va dire en cours, c'est que il n'y a jamais personne qui a fait signer un papier concernant les visites supervisées. Il n'y a jamais personne qui lui a expliqué les conséquences et les responsabilités qui venaient avec ce mandat-là. Ça s'est fait par téléphone et c'est à sa fille qu'elle a parlé. Et là, sa fille, puis ça a été démontré en cours là, parce que la cour n'a pas pris pour argent comptant que personne n'avait parlé à Madame Grenier. Là. Il y a vraiment eu des vérifications et non, personne n'a parlé à Madame Grenier. Il y a juste eu une entente comme de quoi que oui, Sonia l'a raccroché puis elle a dit à l'intervenante, oui, ma mère, elle va être là. C'était réglé, c'était fait, c'est bon. Puis là, elle va vraiment dire, personne ne me l'a dit ce qu'il fallait que je fasse, à quel point que c'était important que ça soit respecté. Donc, la première visite que Sonia peut apporter les enfants à la maison, on est en juillet 2012. Et Madame Grenier, une fois rendue chez Sonia avec les enfants, va proposer à Sonia de s'en aller. Elle va le dire elle-même à la cour que elle sentait que sa fille, elle avait besoin de passer du temps de qualité avec ses enfants. Puis c'est elle qui va lui offrir, Sonia, tu veux-tu être toute seule avec les enfants? Je vais aller me promener, je vais revenir. Donc, cette première fois-là, ça va bien, elle revient, la rencontre entre Sonia et ses enfants s'est bien déroulée. Et là, à une dizaine de reprises par la suite, Madame Grenier va accompagner Sonia à la maison de la famille pour aller chercher les enfants parce que le couple ne veut pas se croiser. Le couple s'entend tellement pas bien que c'est à la maison de la famille que les enfants sont échangés. Patrick Deshôtels, lui, arrive un peu d'avance, dépose les enfants sous la responsabilité d'une intervenante. Quelques minutes plus tard, Sonia Blanchette, accompagnée de sa mère, va se rendre à la maison de la famille, récupère les enfants, les amène dans son logement et là, après ça, elle va les reporter à, par exemple, 3 heures. Et à 3h15, Patrick Deshôtels, lui, va les récupérer. C'est comme ça que ça fonctionne pour être certain que les parents ne se croisent pas et qu'il n'y ait pas de chicane dans les locaux de la maison de la famille. Donc, ça va durer une dizaine de fois là, de juillet 2012 jusqu'au 2 décembre 2012. Le 2 décembre 2012, c'est une journée très froide, il pleut. Patrick Deshôtels, il est accompagné de sa nouvelle conjointe, puis il se dit, bon, mais on va profiter de ces visites supervisées-là pour, on va passer la journée à aller magasiner pour nos cadeaux des fêtes. Donc, cette journée-là, un petit peu avant 8 heures, Patrick Deshôtels va porter ses enfants à la maison de la famille. Et pas longtemps après, Sonia Blanchette et Nicole Grenier vont se présenter pour aller récupérer les enfants. Ils s'en vont... je veux juste être sûre, là, je veux juste vous amener... Bon, c'est ça, c'est parfait, je m'excuse. Là, ils récupèrent les enfants et ils s'en vont au logement à Drummondville de Madame Blanchette, situé sur la rue Turcotte. Et là, il arrive chez Sonia, et puis là, Sonia va dire à sa mère, écoute, ça te tente pas d'aller voir ton ami, d'aller prendre l'air un peu, je vais être correct, tu sais, tu peux aller passer un petit peu de temps. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas été chez ton ami, ça va te faire du bien. Je m'excuse. Fait que là, Nicole Grenier, elle accepte, elle dit, OK, oui, c'est correct, tu sais, puis elle accepte en se disant, ben,
Il me semble que ma fille n'est pas super de bonne humeur dernièrement. Tu sais, ça va lui faire du bien de passer du temps avec ses enfants. Comme en juillet dernier, quand elle a passé la journée avec les petits, ben ça lui a fait du bien. Fait que, ouais, ok, c'est correct. Alors là, Nicole Grenier va quitter la maison et elle va revenir vers les 16 heures de l'après-midi. Et là, elle revient avec son amie. Parce que son amie, elle a envie de voir les enfants. Ça fait longtemps qu'elle les a pas vus. Alors, les deux femmes se présentent au logement de Sonia Blanchette, qui est situé au 2e étage. Ils passent par la porte avant. Et là, Nicole veut rentrer dans la maison. La porte est barrée. Nicole va cogner, frapper à la porte. Et ça répond pas. Donc là, Nicole va décider de faire le tour et de passer par la porte arrière. Au même moment, son amie va décider, elle, de s'en aller. Là, il pleut, ils sont dehors, puis là, elle va revenir une autre fois. Elle se dit que c'est peut-être pas le bon moment, là. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas de qui, mais Sonia Blanchette est enceinte de 4 mois. Mais on ne sait pas de qui. Je ne sais pas de qui, là. Elle savait probablement de qui, là. Et là, Nicole Grenier fait le tour vers en arrière. Et là, elle veut ouvrir la porte et elle se rend compte que la porte est barrée avec une petite chaînette là, de sécurité qu'on met dans le haut de la porte. Et la chaînette est là. Donc là, elle réussit à passer sa main, mais là, elle ouvre la porte. Puis au début, elle crie « Sonia, Sonia, tu sais, ouvre-moi la porte, là, faut qu'on se dépêche. Patrick va nous attendre, tu sais, parce qu'elle veut pas arriver en retard. » Parce qu'il faut comprendre que quand c'est des visites supervisées, si on arrive en retard, il peut avoir des conséquences, dans le sens que les prochaines visites pourraient être suspendues, l'heure pourrait être raccourcie. Donc là, elle crie « Sonia, dépêche-toi, Patrick, il va nous attendre. » Puis là, il n'y a pas de réponse. Donc là, elle décide de passer sa main pour détacher la chaînette. Et là, elle va se rendre compte que la porte est encore bloquée. Il y a une chaise de placer contre la poignée qui fait que la porte, elle ouvre pas. Donc là, elle va donner des coups dans la porte. Finalement, elle va réussir là, à défoncer la porte et à rentrer à l'intérieur. Et dès qu'elle rentre à l'intérieur, elle voit sa fille, Sonia Blanchette, étendue dans le salon. Couchée par terre, elle ne respire pas. Elle va s'approcher d'elle, elle va la toucher, elle va réaliser que sa fille ne respire pas, puis elle va voir des pilules à côté d'elle. Immédiatement, elle va chercher les enfants dans la maison. Et là, elle se présente, le logement, comment c'est fait, c'est un corridor, et t'as un long corridor, puis là, t'as les portes des chambres et de la salle de bain, mais toutes les portes sont fermées devant elle. Et là, elle appelle les enfants, il n'y a aucun son, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. La première porte que Nicole Grenier va ouvrir, c'est celle de la chambre de sa fille. Et c'est là qu'elle va découvrir le petit Loïc qui a maintenant 4 ans. Il est couché sur le lit, il est nu, puis il y a une serviette sur lui. Là, donc, excusez, j'ai un petit peu de misère, là, je trouve ça... Alors, elle va... l'œil qui est bleu, il est froid. Donc là, elle va réaliser que comme il n'y a rien à faire pour lui, fait que là, elle va vouloir chercher les filles. Et là, elle va ouvrir toutes les portes et elle ne trouve pas les filles. Et là, ça va être la dernière porte qu'elle va ouvrir, qu'elle va trouver Anaïs, qui a 2 ans, et Laurélie, qui a 5 ans, qui sont dans le bain et qui flottent dans le bain. Alors là, Madame Grenier va prendre Anaïs dans ses bras, va vouloir la sortir de l'eau, va se rendre compte qu'elle est complètement glacée, qu'elle est très très froide et qu'elle est décédée. Et là, elle sait pas quoi faire, elle panique. Et puis là, elle va vouloir, elle touche à l'Aurélie de sa main et elle se rend compte que l'Aurélie est aussi froide que Anaïs. Donc là, Madame Grenier va enlever le bouchon du bain pour que l'eau puisse s'écouler. Puis là, elle veut juste appeler la police. Et là, elle se met à paniquer. Puis elle se souvient que dans l'appartement, il n'y a pas de téléphone. Il y a juste le cellulaire de Sonia. Mais le cellulaire de Sonia, il y a un code à faire. Puis à chaque fois que Madame Grenier veut utiliser le téléphone de sa fille, elle n'est jamais capable. Fait qu'elle veut même pas essayer. Là, elle se dit, à chaque fois, je suis pas capable. Là, puis c'est Sonia qui y déborde. Fait qu'elle décide de sortir de l'appartement pour aller appeler la police.
Et là, elle va courir jusqu'au dépanneur pour appeler la police d'une cabine téléphonique. Plus tard, elle va dire, j'aurais pu aller voir un voisin. J'étais tellement dans mon émotion, puis j'étais tellement paniquée que j'ai même pas pensé à aller cogner chez un voisin. Alors là, Nicole Grenier va se rendre jusqu'à une cabine téléphonique et là, elle veut téléphoner au 911, mais elle est tellement paniquée qu'elle ne sait pas comment téléphoner au 911. Elle n'est pas capable de faire 911, elle ne sait pas. Par habitude et par réflexe, elle va téléphoner à Patrick. Et Patrick, lui, est au volant et pendant que le téléphone sonne, il va répondre et elle va crier « Patrick, il est arrivé quelque chose aux enfants, faut que tu t'en viennes, dépêche-toi. » Alors là, Patrick, lui, va penser que Sonia est en train de, en québécois, on dit péter une coche, là, ça veut dire qu'elle est en train de faire une crise, là, tu sais, elle est pas là. Alors là, Patrick, lui, va tout de suite téléphoner au 911. Et il va se rendre en toute vitesse devant le logement de son ex-conjointe. Il faut noter qu'il savait où est-ce qu'elle restait, mais qu'il n'avait que jamais rentré dans l'appartement, puisqu'il se donnait les enfants à la maison de la famille. Patrick va se stationner en sens inverse devant le logement. Il va débarquer à toute vitesse, il va monter en haut, il va rentrer. Quand il rentre, la première chose qu'il voit, c'est Sonia par terre. Là, après ça, il va aller à la recherche de ses enfants. Il va voir, dès qu'il avance dans le corridor, il va voir la chambre de Sonia. Il va voir son fils étendu sur le lit. Il va vouloir faire une manœuvre de réanimation, puis là, il se dit que ça donne à rien, son fils est clairement décédé. Il sait même pas comment faire la manœuvre. Fait que là, dans sa panique, il se dit « OK, mais lui est décédé, je peux peut-être trouver mes filles. » Alors là, il se met à chercher ses filles, puis il ne trouve pas ses filles. Et là, il croise le regard de Nicole Grenier qui, elle, est au début du corridor, elle est comme dans l'entrée et elle va y souffler dans la salle de bain, Patrick. Alors là, Patrick, encore là, il ne sait pas c'est quelle la salle de bain, donc il ouvre toutes les portes et c'est là qu'il va trouver ses enfants, ses deux filles décédées dans le bain. Et au même moment, il va avoir un agent de police qui va arriver. Quand l'agent de police y arrive, la première personne qu'il voit, c'est Sonia couchée par terre. Il va même pas... ce qui a été écrit, c'est qu'il ne va pas essayer de l'aider. Il va vraiment vouloir consacrer son énergie puis sa rapidité d'action à essayer de sauver les enfants. Très rapidement, là, tout le monde va réaliser que les enfants sont décédés. Sonia Blanchette va être conduite aux soins intensifs. Elle va rester là 2 jours. Elle a essayé de se suicider en buvant une bouteille de boisson énergisante, mais accompagnée là, de centaines de pilules qu'elle s'était procurées la veille. Et Sonia Blanchette va rester plusieurs mois à l'Institut Louis-Philippe Pinel. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas Pinel, c'est un institut spécialisé en soins psychiatriques. Donc, Sonia va rester là plusieurs mois. C'est là qu'elle va accoucher de sa dernière fille. Et elle va rester là encore un petit peu parce que quand tu es internée à Pinel, il y a plus de chances que tu puisses avoir des visites et voir ton enfant. Donc, elle a vu quand même sa fille là, pendant une petite période où elle était à Pinel. Il y a un psychiatre qui va donner le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, trait de personnalité passive, agressive et obsessionnelle. Aucune dépression majeure ou trouble psychotique va être diagnostiqué chez Sonia Blanchette. Autre fait vraiment triste, c'est que le bilan sanguin des enfants va indiquer qu'ils n'ont pas été intoxiqués avant de mourir, donc qui ont été conscients et à jeun le temps que leur mère les noyait dans le bain. Les 2 plus jeunes ont été que noyés, mais que noyés. C'est vraiment pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que la plus vieille, Laurélie, elle, va avoir aussi des marques de strangulation au niveau du cou, en plus d'être noyée. Donc, c'est probablement débattu un petit peu plus que les 2 plus jeunes. Moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est un des... Ben, moi, j'ai de la misère à comprendre les crimes en général, mais
j'arrive pas à comprendre comment qu'un parent peut tuer ses enfants, là, vraiment pas, parce que, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que mère. Je pense pas être la meilleure mère au monde. Mais chose certaine, c'est que je serais jamais capable de faire du mal à mes enfants. Donc, je trouve ça très, très, très difficile, tout ça. Donc, 1 an et demi après les meurtres, le procès de Sonia est supposé débuter, là, 1 an et demi après le meurtre de ses enfants. Sauf que en septembre, je m'excuse, 1 an et demi après le meurtre, c'est le début de l'enquête préliminaire. Comment que ça fonctionne ici au Québec, c'est que normalement, quand tu passes en cours, quand tu es accusé au criminel comme ça, c'est que la première étape est une enquête préliminaire. C'est là que le juge, tous les témoins sont entendus devant le juge. C'est là que les deux parties démontrent leurs preuves qui va être présentée au procès. Et ensuite de ça, là, tu as le véritable procès, souvent qui va être même 1 an, 2 ans plus tard. C'est très, très long ici au Québec. Et le procès est fixé là, pour 2015, là, au début de l'année 2015. On se rappelle que les meurtres ont eu lieu le 2 décembre 2012. Donc, c'est 3 ans après. C'est très, très long, un procès au Québec. C'est effrayant pour les familles. Et en septembre 2014, plus précisément le 16 septembre 2014, Sonia Blanchette, elle décide que elle veut plus s'alimenter et ni être hydratée. Sonia Blanchette décide qu'elle veut mourir de faim. Donc là, son processus de suicide par non-alimentation débutera le 16 septembre. Au mois de novembre 2014, le 26 novembre, elle va écrire une lettre à sa famille pour leur demander de respecter son choix de vouloir mourir, puis qu'elle veut rejoindre ses enfants, et puis qu'elle est vraiment décidée. Donc, du 16 septembre jusqu'au 26 novembre, Sonia Blanchette a poursuivi son idée de ne pas s'alimenter. Donc, là, elle perd énormément de poids, sa santé va vraiment plus. Et c'est là que la prison, elle est incarcérée à la prison de Tanguay. Et c'est là qu'on veut la forcer à être alimentée. On veut la forcer à être transférée à l'hôpital pour être gavée. Gavée, là, c'est comme un petit tuyau qu'on te met dans l'estomac, là, puis qu'on te nourrit par... je me souviens plus c'est quoi, c'est comme une espèce de liquide, là. Et là, son avocat va aller devant les tribunaux pour dire non, c'est un adulte. Si elle veut pas être alimentée, si elle ne veut pas s'alimenter, vous n'avez pas le droit de l'alimenter de force. C'est son droit. Elle a le droit. Un adulte a le droit de prendre la décision d'arrêter de manger puis de boire. Donc là, ça va faire une petite bataille devant les tribunaux et finalement, c'est son avocat qui va gagner. Le juge va ordonner que non, il n'y a aucun hôpital qui a le droit de forcer Sonia Blanchette à vivre si elle ne veut pas vivre. Donc, elle est consciente de ce qu'elle veut. C'est pas un trouble mental qui a été, en tout cas, c'est pas... elle a le droit de ne pas manger si elle ne veut pas manger. Et là, il va aussi avoir une requête pour dire on ne veut pas qu'elle soit réanimée. Si elle décède, si elle va pas bien, personne n'a à la réanimer si elle ne veut pas. Donc, le juge va dans le sens de l'avocat et accepte que personne n'oblige Sonia Blanchette à être gavée ou à être réanimée en cas de besoin. Sonia Blanchette va perdre 36 kilos dans cet espace-là. 36 kilos, c'est environ 72 livres environ. À peu près, elle va perdre ça. Et c'est finalement que le 19 décembre 2014, donc octobre, novembre, 3 mois, ça fait 3 mois à ce moment-là, le 19 décembre 2014, Sonia Blanchette, elle a 35 ans. Ça fait, je viens de le dire, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Je vais l'avoir. Ça fait 3 mois que Sonia Blanchette n'a pas bu, n'a pas mangé et c'est là qu'elle va être transférée à l'hôpital de Montréal, Sacré-Cœur, non pas pour être alimentée de force, mais pour être placée dans l'unité des soins palliatifs, c'est les soins où on décède, en fait. Et elle va juste avoir des soins de confort. Des soins de confort, ça veut dire que souvent, on va donner un petit peu de morphine pour pas que les gens souffrent, etc. Donc, et elle va décéder le 16 janvier 2015 à 1h35 de l'après-midi. Donc, Sonia Blanchette va décéder à 35 ans.
En 2015, ça veut dire 2015, ils sont morts les enfants en 2012, 2013, 2014, 2015. 3 ans après la mort de ses enfants. Ouais, vous voyez, moi, je suis très forte en lettres, mais en chiffres, je compte sur mes doigts. Donc, c'est ça. Puis, ça ne sera pas alimenté pendant 4 mois de temps. C'est ça, hein? De septembre à octobre, novembre. 4 mois. Un morceau de robot. Pendant 4 mois de temps, ça va y avoir pris 4 mois avant de mourir de faim et de soif. Et c'est épouvantable. Le procès n'aura jamais lieu parce qu'il devait commencer incessamment. Je pense même, si je ne me trompe pas, qu'il devait commencer en janvier 2015. Et là, Patrick Desautels va être informé du fait que Sonia Blanchette est décédée. Et lui, il va répondre, ça me soulage qu'elle soit morte. Ça me fait absolument rien. J'ai aucune tristesse qu'elle soit morte, même que ça me soulage, parce que je n'aurai pas à subir le procès. Je n'aurai pas à entendre cette histoire-là encore et encore. Et là, Patrick Desautels va être pointé du doigt pour avoir dit ça publiquement. Mais, premièrement, les journalistes, là, pourquoi vous le contactez? Pourquoi vous l'appelez là, pour lui dire « Hey, ton ex, celle-là qui a tué tes 3 enfants, est morte, qu'est-ce que t'en penses? » Christ, saisis la paix. Je comprends pas. Puis là, après, il y a des gens qui vont dire « Hey, c'était un manque de respect d'avoir dit ça, c'était ci, c'était ça. » Le gars, là, il avait 3 enfants. Il avait la garde de ses 3 enfants. C'était un père présent, un père aimant. Puis du jour au lendemain, ses enfants sont morts d'une façon atroce. C'est lui le 2e arrivé sur les lieux avant même la police. Il faut qu'il vive avec ça tous les jours. Puis ça serait pas correct que lui dise « Moi, là, qu'elle soit morte, là, ça me dérange pas pantoute, là. Même que ça me soulage. Parce que je peux, tu sais, je serais pas obligée là, de la voir à chaque fois que je vais au procès, puis je serais pas capable. Fait que moi, je me dis, ce qui est irrespectueux, le public, là, c'est de vous être permis de dire que cet homme-là aurait jamais dû dire ça. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, mais si mon ex-conjoint tuait mes filles, je suis pas sûre que ma seule parole serait « Ah, mais ça me dérange pas qu'il meure. » Ça serait plus c'est où il faut que je signe pour qu'il meure, tu sais. Donc, ça, c'était l'histoire de Laurélie, Loïc et Anaïs Desautels qui ont perdu la vie parce que leur maman a décidé qu'elle ne pouvait pas vivre sans eux, puis qu'elle a décidé, elle, que la seule solution, c'était de noyer ses enfants un par un dans un bain. Et moi, j'ai énormément de la difficulté à voir ça, là. Je serais même pas capable de noyer une souris dans un bain puis de l'avoir paniqué, là. Je sais pas comment... Puis le pire, c'est de savoir que cette personne-là n'avait pas de problème qui peut expliquer, tu sais, était apte à subir son procès, là. Donc, est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est le désespoir d'une mère? Mais rendu là, est-ce que t'es pas mieux de t'enfuir avec tes enfants? Est-ce que la solution est de les tuer? Mais de toute façon, est-ce que ça donne quelque chose d'essayer de comprendre? Je pense pas. Je pense que les seules personnes qui peuvent comprendre ou que c'est utile d'essayer de comprendre, c'est quand vient le temps du rapport du coroner pour donner des recommandations, pour espérer qu'un des drames comme ça n'arrive plus. Mais des drames comme ça, il y en a chaque année qui arrivent. Donc, sur ça, on va se revoir dans une autre vidéo. Je vous prépare une histoire, mes amis, que je suis persuadée que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais entendu parler, sauf si vous avez lu mes romans. Sinon, là, dites-le pas, là, c'est quoi, là, je veux pas que les gens fassent des recherches si vous avez lu mes romans. C'est l'histoire d'une petite fille. Cette histoire-là a été oubliée. Cette histoire-là, il n'y a pas grand monde qui la connaisse et j'ai l'intention de vous la raconter parce que moi, ma mission ici est de vous raconter des histoires, peu importe comment, et c'est ça. Alors, je vous remercie de votre indulgence encore une fois, là au moins il n'y a pas eu de chien qui a jappé, quoi que ce soit. Donc, je vais essayer les prochaines fois de moins bafouiller, de moins me tromper, mais c'est quand même pas facile, c'est quand même 12 pages de recherche à apprendre par cœur, à ne pas oublier de détails. Moi, je coupe pas, donc vous avez le résultat d'une seule prise. Donc,
c'est ça, c'est authentique, c'est simple, c'est modeste et c'est sans prétention. Donc, c'était Mélanie Calvé pour Raconte-moi un crime. Et lorsque la vidéo va se terminer, ben, je vous invite tous à avoir une petite pensée pour ces 3 magnifiques enfants-là. Alors, merci!